bonjour à toutes et tous. Donc on continue ce cours sur la modélisation des écoulements fluides. C'est donc la troisième et dernière partie de ce cours. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous proposer, c'est des éléments d'analyse mathématique, faire un petit état des lieux, certainement pas exhaustif, sur ce qu'on peut dire mathématiquement sur les équations que nous avons dérivées, que nous avons regardées au cours précédent. Donc je vous ai résumé les deux régimes principaux, le régime compressible, donc on a des variables de densité et de vitesse. Donc je vous rappelle qu'on parle d'équations de Navier-Stokes quand les viscosités mu et lambda, enfin en tout cas les viscosités mu et la viscosité de volume sont positives. Et on parle d'équations d'Euler quand les viscosités sont nulles. Ensuite, on a vu le régime incompressible, dans le cas où la divergence du champ de vitesse est égale à 0. Et donc on a une équation de quantité de mouvement réduite, que j'ai réécrite ici. Donc avec une partie accélération, une partie gradient de pression, et une partie dissipation visqueuse qui se réduit à un terme de Laplacien. Alors, je voudrais juste faire une remarque par rapport au prochain cours que vous aurez sur les notations. Des fois, et en particulier dans la communauté hyperbolique, la divergence est notée opérateur nabla produit scalaire. D'accord ? Donc il faudra que vous fassiez l'analogie entre ces deux notations. Alors, premier élément sur ces équations, c'est que il est en général rare d'avoir des solutions explicites. Alors c'est le cas, dans certains cas on les a. On a des solutions explicites dans certaines configurations. Alors, vous en trouverez dans les références bibliographiques du cours. Je vais juste en donner quelques-unes parmi des solutions stationnaires ou des écoulements bien connus, en particulier des écoulements de type Poiseuille. On a des solutions explicites. Dans le cas incompressible, écoulement de Poiseuille. Donc, ce sont des écoulements qui sont pilotés en partie par un gradient de pression, où on va avoir, par exemple, dans un écoulement conduite fermée, des profils de vitesse de type parabolique. Et un autre type de configuration particulièrement connu, les écoulements de Couette. Quand on regarde des configurations de type cisaillement. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, je vous laisserai regarder les références du cours, notamment le livre de Franck Boyer et Pierre Fabry. Ok, bon. Le message général, c'est que, en toute généralité, dans des configurations lambda, vous n'allez pas avoir de solution explicite. Okay ? Donc qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui nous intéresse mathématiquement ? C'est d'étudier ce qu'on appelle le caractère bien posé. Et donc c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Bien posé, donc well posed en anglais. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, est-ce qu'il existe une solution au problème ? Est-ce que cette solution est unique ? Ok. Et éventuellement une question de stabilité par rapport aux paramètres aux données initiales. Donc ici, ça me permet d'arriver, donc avec ces trois conditions, on appelle caractère bien posé au sens de Hadamard. Ça me permet d'arriver ici, de revenir aux équations. Donc pour étudier ce caractère bien posé, il faut bien sûr ajouter des éléments par rapport à ces équations. D'abord des conditions initiales.
D'accord? Donc ici, ici, ça pourrait être V à l'instant t égale 0 égale à un V0, tel que V0 est à divergence nulle. Okay. Et ici, vous avez deux variables, la variable ρ et la variable de quantité de mouvement ou de moment, ρv. Donc vous allez prescrire ρ0 et ρv0. Ou si ρ est loin de 0, vous pouvez aussi prescrire juste V0. Voilà. Donc, on a des conditions à l'instant initial. Après, c'est une EDP. Éventuellement, vous pouvez avoir des conditions au bord. Conditions au bord. C'est-à-dire que ces équations-là vont être posées pour un X appartenant à un certain espace. Okay. Cet espace, il peut soit être le domaine tout entier, oméga égale à RD, ou alors il peut être borné. D'accord ? Et donc, s'il est borné, vous allez avoir différentes conditions au bord possibles selon le problème que vous étudiez. Donc, mon objectif, ce n'est pas vraiment de rentrer dans les détails de toutes les conditions au bord possibles en lien avec l'étude du caractère bien posé, mais surtout que ça va dépendre, en fait, si vous regardez les équations de Navier-Stokes ou d'Euler. C'est une chose à retenir. Donc, je vais pas rentrer dans le détail. Juste aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est sauf mention contraire, le cas où oméga, c'est l'espace tout entier. Mais d'autres cas sont possibles, bien évidemment. Ok. Donc, on va commencer par le cas incompressible. Ok. Donc, dans ce cadre où oméga est l'espace tout entier, je vais regarder tout d'abord ce qu'on appelle des solutions dites régulières, c'est-à-dire pour lesquelles je vais pouvoir définir ces équations-là pour tout t et pour tout x. D'accord ? Donc cela me demande suffisamment de régularité pour pouvoir définir, par exemple, le Laplacien de V. D'accord ? Une solution forte, solution classique. Donc, qu'est-ce que j'entends par là ? Donc, pour pouvoir définir proprement tous les termes, ponctuellement, je vais par exemple demander à ce que le champ de vitesse soit continu en temps, ou C1 même en temps. Je vais mettre continu en temps à valeur dans l'espace des fonctions continuellement dérivables 2 fois en espace. Okay. Et aussi, il va falloir qu'elle soit C1 en temps au minimum. Donc, je vais mettre C1 en temps, et puis C0 en espace. Bon, après, c'est vraiment pas optimal comme régularité ici. Ok. Donc, un élément important du régime incompressible, c'est que, et vous le reverrez dans d'autres cours, c'est que que la pression pi n'est pas vraiment une inconnue du système. D'accord ? En fait, c'est la variable qui va vous permettre d'assurer la contrainte d'incompressibilité au cours du temps. D'accord ? On dit que pi est le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte d'incompressibilité. Donc, vous le reverrez dans d'autres cours de manière formelle. En fait, ce qu'il y a derrière, c'est que, en fait, pour tout champ non vectoriel, vous pouvez toujours le décomposer sous la forme une partie à divergence nulle, W plus une partie potentielle. D'accord ? Ou avec le produit scalaire dans L2,
donc je vais l'écrire W scalaire gradient Q égale à 0. C'est-à-dire que ces deux composantes sont orthogonales. Okay, et W est à divergence nulle. Div de W égale 0. Donc, ce qu'on appelle la décomposition de Helmholtz. Okay. Elle est unique dans des bons cadres fonctionnels et on écrit W comme étant égal à un certain opérateur P de U. Où P, c'est ce qu'on appelle le projecteur de Leray. Donc l'idée, c'est que quand j'applique cet opérateur-là à un champ vectoriel, je vais obtenir un champ à divergence nulle. D'accord ? Donc pour tout ce chapitre-là, tout ce que je raconte là, pour lequel j'agite les mains, je vais vous renvoyer à plusieurs références. Vous pouvez aller voir le livre de Andrea Bertozzi et Andrew Maida. Et le second livre que j'ai déjà cité pour les cours précédents, sur lequel je m'appuyais déjà pour les cours précédents, le livre de Franck Boyer et Pierre Fabry. Donc ça, c'est valable pour tout ce cadre-là, le cadre incompressible. OK. Donc comment démontrer l'existence, l'unicité dans ce cadre pour des solutions classiques avec cette régularité-là? Alors d'abord, je vais vous parler d'unicité. Parce que c'est un peu l'élément le plus direct. Donc je me donne deux solutions, V1 et V2. Et je vais regarder la différence V1 moins V2. Donc je note cette variable delta V, V1 moins V2. Alors j'ai aussi... Du coup, je peux aussi introduire delta pi, la différence des deux pressions, pi 1 moins pi 2, et je vais regarder l'équation satisfaite par delta v, d'accord, en regardant l'équation de quantité de mouvement. De solutions donc régulières. Donc delta v satisfait l'équation, c'est un exercice. dt de delta v plus v1 scalaire gradient de delta v plus delta v gradient de v2 plus gradient de delta pi moins mu laplacien de delta v égale 0. Oui, ce que je n'ai pas précisé depuis le début, c'est que pour l'instant, dans ce que je vais raconter dans ce cours, j'ai supposé une force extérieure égale à 0. OK. Donc maintenant, je vais faire une estimation d'énergie. Donc ça, c'est ce que vous avez dû faire en exercice à l'issue du deuxième cours. Tester l'équation par, donc ici pour les équations initiales, quand vous faites une estimation d'énergie sur le modèle, vous multipliez par V, vous intégrez, et ici on a envie de faire la même chose en multipliant par delta V, pour obtenir une estimation d'énergie sur delta V. Et on va intégrer en espace. Donc on obtient d sur dt, intégrale de delta v carré sur 2, sur l'espace oméga, donc RD. J'oublie les dx parce que je vais les oublier au bout d'un moment, donc je préfère ne pas les écrire dès le début.
intégrale sur RD de V1 scalaire gradient de delta V carré sur 2. D'accord, j'ai fait rentrer le delta V dans le gradient. Voilà. Plus donc le troisième terme qui est a priori le plus compliqué, delta V gradient de V2 scalaire delta V, plus donc le terme de pression, gradient delta pi scalaire delta V, moins mu, intégrale de RD, laplacien delta V scalaire delta V. Et donc ça, c'est égal à 0. Alors, donc, on a envie de faire des intégrations par partie, comme ce que vous avez fait en exercice, pour obtenir l'estimation d'énergie classique. Donc ici, on n'a pas de bord. L'espace, c'est RD tout entier. Donc, 0 terme de bord quand vous faites l'intégration par partie. Ce terme-là devient mu intégrale sur RD de gradient delta V carré. Okay, c'est le terme de dissipation. Ici, vous intégrez par partie, vous vous retrouvez avec intégrale de delta pi fois divergence de delta V. Et là, vous vous souvenez que V1 et V2 étaient des solutions de l'équation de Navier-Stokes, incompressible. Donc divergence de V1 égale divergence de V2 égale 0. Donc en particulier, la divergence de la différence delta V égale 0. Ok. Donc ici, quand vous intégrez par partie, ça disparaît. De la même manière ici, vous intégrez par partie, donc le gradient, il va porter maintenant, après intégration par partie, on va obtenir divergence de V1 fois delta V carré sur 2. Donc pareil, ça fait 0. Ok. Donc, on obtient l'estimation d'énergie suivante. D sur dt de l'intégrale de delta V carré sur 2 plus mu intégrale de gradient delta V carré sur 2, pardon, pas sur 2, est égal à, donc je vous avais dit que ce terme, a priori c'est le plus compliqué, c'est juste que je ne vais pas l'intégrer par partie, et puis j'ai pas de, a priori j'ai pas de signe sur ce terme-là, donc je le passe à droite. Okay, donc égal à moins intégrale de delta V gradient V2 scalaire delta V. Par contre, je peux faire une estimation de ce terme-là. D'accord ? Je vais dire qu'en valeur absolue, ce terme-là, ça va être plus petit que delta V carré en norme L infini, okay, fois la norme de delta V L2 au carré. En x. Ok. Et du coup, maintenant je peux faire une estimation de Grunwald, c'est-à-dire j'oublie ce terme-là, et je fais une estimation de Grunwald parce que j'ai du delta V en norme L2 à gauche et à droite. D'accord ? Donc, l'inégalité de Grunwald me dit que le sup en temps pour les t appartenant à 0 plus l'infini ou 0 grand t, ouais, tant que les solutions existent, de la norme de delta V en espace au carré est plus petite que la norme de delta V à l'instant initial en norme L2 au carré fois exponentielle
c'est l'inégalité de Grunwald, l'exponentielle liée avec un coefficient au sein de l'exponentielle qui est lié au gradient de V2. Donc, exponentielle de l'intégrale en temps de gradient V2 de t en norme L infinie dt. Et puis je vais mettre un 2 parce qu'il y a un 2 qui vient là, qui vient de là. Ok. Donc, d'où l'unicité va venir, dire que si initialement V1 égale V2 à l'instant t égale 0, ceci va être égal à 0. Si V1 au temps initial égale V2 au temps initial. D'accord ? Donc, pourvu que j'ai une solution forte, c'est-à-dire pour laquelle cette quantité-là soit bien contrôlée, l'intégrale en temps du gradient de V2 en norme L infinie, alors ceci a un sens, et du coup, j'en déduis que V1 égale V2 pour tout temps. Ok ? Donc, en fait, ce qu'il faut retenir de ça, pourquoi j'ai fait ce calcul? Donc déjà, pour vous rappeler les estimations d'énergie, pour vous montrer à quel point les estimations d'énergie sont importantes dans l'analyse des équations de Navier-Stokes. Et deuxièmement, pour vraiment pointer sur le fait suivant, c'est que, en général, quand vous étudiez des EDP, l'unicité va être fortement liée, des EDP d'évolution, fortement liée à la régularité des solutions. D'accord ? Plus vous imposez de régularité sur vos solutions, plus vous avez de chances de montrer l'unicité, par ces arguments ici. D'accord ? Donc ici, quand j'ai écrit l'équation sur delta V, naturellement, j'ai fait apparaître un gradient V2, et donc il faut, pour conclure mon argument, il faut vraiment que j'ai cette régularité sur cette quantité-là. Et donc c'est un peu les mêmes arguments si vous voulez regarder des résultats d'unicité dits fort faibles, si j'ai une solution moins régulière, est-ce qu'elle coïncide au moins sur un temps court avec une solution forte? Et donc l'idée c'est de remplacer V2 par une solution régulière et éventuellement avoir V1 moins régulière. Mais c'est un peu toujours les mêmes arguments qui fonctionnent. Ok. Tac. Donc maintenant, passons. Donc on a dit solution forte. A priori, l'unicité c'est censé être le truc facile. Okay ? Le truc dur, c'est montrer l'existence. Alors, si c'est bon, si j'ai le feu vert, je vais écrire ici. Existence de solutions fortes. Comment montrer l'existence? Alors, ça, c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus compliqué que l'unicité. Donc, je ne vais pas le démontrer en entier. Je vais juste vous donner les éléments de preuve pour démontrer ce résultat d'existence. Je vous réfère au livre de Bertozzi et Maeda pour aller voir les détails de cette preuve. Donc, on commence par une régularisation du problème, étape 1. Step 1, régularisation du problème. Donc, comment on fait ça? C'est d'abord, on applique le projecteur de Loret sur les équations. On applique l'opérateur P aux équations. Ça va nous supprimer le gradient de pression au sein de notre équation. Donc on va avoir dTV plus le projecteur de Loret. Donc ça va s'écrire dTV plus le projecteur de Loret appliqué à V gradient V moins mu Laplacien V égale 0. Deuxième étape de la régularisation, c'est on applique un opérateur J de régularisation à la fois au terme de convection et au terme de viscosité. Donc je ne vais pas l'écrire. Donc J, c'est une régularisation par convolution avec un noyau régularisant.
Donc, ensuite, deuxième étape, une fois que vous avez défini un problème approché, évidemment, l'idée de régulariser, c'est d'avoir des équations qui sont plus faciles à manipuler, pour lesquelles vous allez pouvoir assurer un résultat d'existence plus simplement. Donc là, vous avez un paramètre epsilon qui caractérise la régularisation, et donc on montre l'existence globale en temps d'une solution que je vais noter V epsilon au problème régularisé. Au problème. Donc ensuite, vous faites des estimations. Estimation d'énergie. Enfin, pour montrer en particulier l'existence globale, vous en avez besoin. Estimation d'énergie sur V epsilon. Et donc ça va vous permettre de contrôler V epsilon dans un espace de régularité très forte. D'accord ? Donc je vais noter X. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, cet espace X, c'est un espace de Sobolev, HM, avec M suffisamment grand. M supérieur à la dimension sur 2 plus 2. Donc ça, c'est juste pour ceux qui sont plus avancés, qui sont intéressés par l'analyse des espaces de Sobolev. Et donc, une fois qu'on a ces estimations d'énergie, vous avez des méthodes de compacité qui vont vous permettre, passage à la limite, quand epsilon tend vers 0. Et donc ça va vous donner l'existence locale d'une solution forte. Alors pourquoi c'est que local ? Parce que en fait, ces estimations sur V epsilon, en fait, elles vont dépendre du temps. Donc on contrôle cette quantité-là que sur... Donc ça c'est un espace pour l'espace, hein, sur un intervalle de temps fini, 0t, ou t étoile, c'est vrai. Voilà. Où ce temps grand T, il est plus petit que quelque chose qui dépend de la norme de V0, justement dans l'espace HM. Donc cette estimation-là, elle est uniforme par rapport au paramètre epsilon, mais seulement sur un temps qui dépend de la taille de la donnée initiale. Ça, c'est très important. Donc a priori, avec cette méthode de régularisation, on n'obtient qu'une solution définie que sur un intervalle de temps fini. Okay. Alors, qu'est-ce qui se passe si on cherche à savoir si la solution existe pour des temps supérieurs? Alors ça, c'est une étude des années 80. C'est ce qu'on appelle le critère de Bill, Kato et Maïda. Donc 1984. Voilà. Donc il nous dit quoi, ce critère? Il nous dit qu'on a existence globale
Si et seulement si. La vorticité, je vais définir tout de suite après ce que c'est, est bien contrôlée. Ok, donc la vorticité, qu'est-ce que c'est? C'est, donc on la note oméga, et c'est le rotationnel de la vitesse. C'est comme si vous preniez l'opérateur nabla, produit vectoriel, avec le vecteur vitesse. Donc c'est un opérateur différentiel. Okay. Donc cette vorticité, ou tourbillon, parce qu'en anglais c'est vorticity, donc des fois vorticité c'est un peu un anglicisme. Donc le tourbillon est bien contrôlé. Et bien contrôlé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on contrôle sa norme L en temps, L infini en espace. C'est sur l'intervalle 0t, la norme de oméga t, L infini en espace, et plus petite que plus l'infini. Donc, la solution existe jusqu'au temps grand t si cette quantité-là est finie. Ok. Donc ceci, là, je n'ai pas distingué le cas Euler ou Navier-Stokes pour ce résultat d'existence. Alors, pour montrer, donc ça c'est un critère, mais ça ne veut pas dire qu'on a résolu le problème, qu'on sait montrer ça. D'accord? C'est que si on a ça, alors on a existence globale, mais on ne sait pas si on a ça, de manière générale. D'accord? Donc, existence globale ou singularité en temps fini, c'est de manière générale un problème ouvert. Ok, problème ouvert. En dimension d égale à 3. Donc c'est le problème du millénaire de l'Institut Clé. Okay, donc si vous résolvez cette question, c'est 1 million de dollars. Par contre, on sait montrer ce critère, on sait montrer cette inégalité-là si d égale 2. Si d égale 2, alors existence globale. Donc en dimension 2, tout va bien. En dimension 3, on ne sait pas trop. Okay. Tac. Ok. Je dois ajouter peut-être en dimension 3, il y a des résultats récents, en tout cas des préprints, avec des preuves assistées par ordinateur. De Chen et Hu. Ouais, donc ça date de 2023. Et donc ces preuves assistées par ordinateur tendraient à montrer qu'il y ait formation de singularité en temps fini pour le problème. Ok. Je vais maintenant parler d'un deuxième cadre de solution. Alors évidemment, je ne suis pas exhaustive dans ce cours. Je vous donne certains des cadres qui me semblent les plus usuels. Mais évidemment, il y a beaucoup d'études sur ces équations-là, donc beaucoup de résultats dans différents cadres qui ont été obtenus. Donc, solution faible.
Donc là, vraiment, il y a une vraie distinction entre Euler et Navier-Stokes. Donc, l'idée, c'est général, c'est solution faible, ça veut dire que vous demandez moins de régularité aux solutions. Donc, on espère avoir existence globale en imposant moins de régularité, puisque du coup, on n'a pas besoin de contrôler les normes élevées de notre solution. Existence globale, a priori, c'est censé être le truc facile, mais par contre, l'unicité, c'est plus dur. D'accord? A priori, pas garanti. Bon, voilà. Vous avez compris l'idée. On s'attend à ce que montrer l'existence, ça soit plus facile, mais en contrepartie, avoir des résultats d'unicité, c'est plus dur. OK. Donc le premier cadre, c'est Navier-Stokes. Okay. Donc le cadre de solution faible pour Navier-Stokes, c'est le cadre des solutions faibles d'énergie finie. Enfin, un des cadres. Solution faible. Donc c'est le cadre qui a été introduit par Leray il y a déjà presque un siècle. Enfin, Leray dans les années 30, donc 33 ou 34. 34, okay. Donc 34 pour donc, l'espace tout entier dont je parlais. Et aussi, il y a Hopf qui a travaillé dessus dans les années 50, dans le cas où Omega est un domaine borné. D'accord ? Donc l'idée de ces solutions faibles d'énergie finie, c'est de demander à ce que ces solutions soient solutions des équations au sens des distributions. Et il y a un autre élément très important qui est le fait que l'inégalité d'énergie est satisfaite. Donc, d sur dt de v carré sur 2 plus gradient v carré sur 2 est négatif. Donc, dans ce cadre-là, l'existence a été montrée par Leray, donc avec des arguments similaires à ce que la méthodologie que je vous ai présentée. Donc, ça repose sur une régularisation des équations avec cet opérateur J epsilon de convolution. Et dans le cas borné, il s'agit plutôt d'une approximation par méthode de Galerkin. Donc ici, c'est existence par régularisation par l'opérateur J epsilon. Enfin, quelque chose de similaire. OK. Donc, les éléments associés à ces solutions de Navier-Stokes, donc l'existence est a priori pas trop dure. Vous avez aussi un résultat d'unicité pour ces solutions faibles d'énergie finie en dimension 2. Donc, d'énergie finie. Ou on dit aussi des fois solution à la Leray. Okay, donc ça c'est un résultat, je crois que Leray avait déjà regardé ça, ça a été aussi travaillé, c'est aussi un sujet de Ladyssenskaya, d'Olga Ladyssenskaya. Et par contre, donc c'est un résultat assez ancien, des années 50-60. Par contre, en dimension 3, là on a un résultat négatif
tout récent, non-unicité, unicité, dans le cas où vous avez un forçage extérieur. Vous avez une force extérieure que là j'ai oublié dans les équations, que j'ai pas mis dans les équations, mais qui est important pour obtenir ce résultat de non-unicité. Et donc ça, la référence, c'est les travaux récents de Abritton, Bruyé et Colombo. C'est un résultat très très compliqué. Colombo des années 2022. Donc voilà. Donc c'est aussi ce que je voulais mettre en évidence aujourd'hui dans ce cours, le fait que vous avez des résultats très anciens et en même temps des résultats très récents, un vrai sujet de recherche actuel. Donc c'est pour essayer de vous faire sentir aussi un peu les difficultés, les enjeux par rapport à ces équations-là. Du coup, dans la suite, là, je vais un peu accélérer et vous donner des éléments rapides. Dans le cas Euler, un cadre intéressant, c'est par exemple, un cadre intéressant, c'est celui des équations 2D, K 2D, avec vorticité bornée. Alors pourquoi ce cadre il est intéressant? C'est celui étudié par Udovic. Udovic, 1963. Et c'est un cadre qui justement permet d'assurer l'unicité des solutions. Donc l'idée c'est de travailler sur une forme différente des équations d'Euler, donc passer de la formulation qui est écrite là-bas à une formulation en vorticité. C'est-à-dire que j'écris l'équation satisfaite par le oméga. Donc j'applique l'opérateur rotationnel à mes équations et j'obtiens en 2D l'équation suivante. C'est important en 2D parce qu'en 3D il y aurait un terme supplémentaire. V scalaire gradient oméga égale 0 et avec V qui est bien sûr relié à l'opérateur à la vorticité ici via ce qu'on appelle l'opérateur de Biot-Savart. Donc, ce qui est intéressant avec cet opérateur-là, c'est que là, ici, donc, vous avez des dérivés de V, d'accord? Mais par contre, quand vous faites l'inverse, vous espérez gagner. C'est un opérateur intégral. Donc, vous gagnez des dérivés par rapport à oméga. Donc, vous espérez plus de régularité sur V que sur oméga. OK. Donc, je ne vais pas en dire plus. Mais pour ce cas-là, évidemment, c'est dans le livre de Bertozzi et Maïda. Ok, donc je garde du coup du temps pour parler du régime compressif, qui va me permettre de faire aussi un peu des parallèles avec les autres cours, certains des autres cours de l'école. Donc régime compressif. Donc, vous avez le cas Navier-Stokes. Donc, Navier-Stokes. Solution faible. Pour les équations de Navier-Stokes compressives. Donc, Navier-Stokes, je vais mettre NS. Donc j'interchange la présentation, je commence par les solutions faibles et après je parlerai de solutions fortes. Donc des références dans ce cadre-là, Pierre-Louis Lyons dans les années 90,
94. Et vous pouvez aller voir son livre de 98. Et également les éléments donnés par Edward Fereissel dans son livre de 2004, qui précise un peu certains éléments du livre de Lyons. Donc ce cadre-là, c'est un peu l'équivalent, des solutions à la Leray, ou analogue, je ne veux pas dire équivalent, mais analogue, des solutions de Leray dans le cadre incompressible. Donc l'idée, c'est que les solutions faibles de Leray ou de Lyons et Fereissel, elles ont la régularité juste nécessaire pour assurer une inégalité d'énergie. Donc dans le cas incompressible, l'inégalité d'énergie, vous donnez un contrôle de la vitesse en norme L infini en temps, L2 en espace, et un contrôle du gradient en norme L2 en temps, espace. Ça va être similaire dans ce cadre-là. Il y a des choses importantes qui sont liées à la compressibilité et qui ont fait que ces résultats sont apparus évidemment bien après les résultats de Leray. Et la difficulté, c'est, dans le cas compressible, c'est la non-linéarité de ce terme de pression. Ce terme de pression, on l'a vu au premier cours, le cas le plus standard, c'est de prendre, par exemple, la loi des gaz isentropiques, ρ gamma. La théorie de Lyons et Fereissel, elle suppose que vous avez des lois de pression qui, au moins à partir d'une certaine densité, se comportent comme ρ puissance gamma, avec gamma suffisamment grand. Cas pression, je vais dire monotone, mais bon, ça pourrait être étendu à monotone à partir d'une certaine densité, avec type ρ gamma, avec gamma suffisamment grand. En fait, qu'est-ce qui va garantir ce gamma? Au travers des estimations d'énergie, on va contrôler une certaine puissance de ρ, donc on va contrôler la densité dans un certain espace LP, et en fait, il faut que ce P soit suffisamment grand pour donner un sens à une équation reformulée de l'équation de la masse. Donc en particulier, il faut au minimum que ρ soit L2. Et donc il faut falloir que gamma soit suffisamment grand. Voilà. D'autres développements récents de Pierre-Emmanuel Jabin et Didier Brèche, 2018, avec des pressions non monotones. Ce qui permet d'assurer des résultats d'existence quand vous avez des pressions données par la thermodynamique qui s'écrivent comme un développement du viriel, par exemple, des choses comme ça. Ok. Donc, je parle un peu des équations de l'air. Alors, seulement dans un cas 1D ici. Solution faible. Pour Euler. Alors évidemment, dans le cas multi-D, vous pouvez aussi avoir des solutions type Leray, mais il faut ajouter des conditions de dissipation. Je ne vais pas rentrer là-dedans. Je voudrais juste vous parler un petit peu du cas 1D. Et par rapport aux autres cours que vous allez avoir en deuxième semaine, vous rappelez, enfin vous signalez, vous pointez le fait que vous avez une analogie entre les équations de l'air compressible, dt ρ plus dx de ρ v égale 0, machin, et les équations de Saint-Venant ou Shallow-Water.
Donc en particulier, vous verrez ça avec Martin Parisot. Donc les écoulements en eau peu profonde qui s'écrivent sous la forme suivante. Donc je l'écris en D, dth plus dx de h u bar égale 0, dt de h u bar plus dx de h u bar carré plus dx de g, c'est la constante de gravité, h carré sur 2 égale 0, avec une topographie, un fond plat. Donc h c'est la hauteur d'eau, u bar c'est la vitesse horizontale de la colonne d'eau. Et donc vous avez ce terme. Donc vous voyez l'analogie, hein, évidemment. Ici, quand vous regardez Euler, vous avez la variable ρ. Quand vous avez Saint-Venant, vous avez la variable h. Bah, la vitesse, ici, c'est la vitesse 1D de Saint-Venant U. Et vous avez un terme de pression. Donc on avait dit les gaz isentropiques, c'est A rho gamma. Pour Saint-Venant, A, c'est la constante de gravité divisée par 2, et gamma égale à 2. Okay, donc c'est ça l'analogie entre Saint-Venant et Euler compressible. Donc en particulier, tout ce que vous allez voir de résultats, de construction de solutions pour Saint-Venant, vous pouvez le refaire. C'est un exercice, un projet si vous voulez, pour le cas Euler compressible avec par exemple A rho gamma, avec gamma plus général. Donc en particulier, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a en particulier des solutions quasi explicites qui existent. Quasi explicites quand la donnée initiale, c'est ce qu'on appelle une donnée de Riemann. Quand, pour ce qu'on appelle les problèmes de Riemann. Donc, c'est-à-dire que le problème de Riemann, c'est que vous avez votre problème avec... Donc, on complémente le système avec une condition initiale bien particulière. Donc ici, ça va être ρ0, ρv0, qui va être donnée comme une donnée initiale discontinue. Donc, qui va être initialement, donc on a notre variable, par exemple, ρ0 ou ρv0. Ici, on a la variable d'espace. Et à une certaine position, donc ici par exemple x égale 0, on va supposer qu'on a un certain état à gauche et un autre état constant à droite. Donc un ρ left, un ρ à droite right. Voilà, et la même chose si vous parlez de vitesse ou de quantité de mouvement. Voilà. Et donc associé à ces données initiales très simples, vous allez avoir des solutions explicites formées par une composition d'ondes simples, ondes de détente, ondes de choc. D'accord ? Enfin, là, en tout cas pour Saint-Venant et le cas Euler compressible avec gamma supérieur à 1. Alors, donc ça, on va voir le cours de Martin Parisot. Voilà. Et les références qui sont données là-bas. Et à partir de ces solutions très simples, vous avez toute une théorie qui dit, en fait, là j'ai une discontinuité, mais je pourrais en mettre plein. D'accord ? Et voir ce qui se passe quand on met plein de discontinuités et comment les ondes, issues de ce problème de Riemann simple, comment les ondes interagissent entre elles au cours du temps. D'accord ? Donc ça, c'est la théorie d'Alberto Bressan, ou de Dafermos. Résultat d'existence et d'unicité dans la classe des solutions entropiques à variation bornée.
Ok. Et donc, variation bornée, donc c'est l'espace BV. Donc, vous pouvez aller voir les livres de Alberto Bressan et d'Afermos. Vous avez des constructions de type algorithme de wavefront tracking associées à ça, et qui en fait partent de considérations très simples, à partir de résolution de problèmes de Riemann. Ok. Et pour la notion de solution anthropique, donc ça je vous réfère au cours avec Patrick Chepmo pour définir ce que c'est qu'une solution anthropique admissible pour les équations. Ok. Et je termine une seconde en parlant de solutions fortes. Dans le cas compressible. Donc l'idée c'est qu'avec des arguments de type régularisation et tout, vous allez pouvoir garantir une existence locale en temps. Mais par contre, vous allez avoir explosion en temps fini. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas 1D? Comment caractériser cette explosion en 1D? L'idée, c'est de reproduire un peu ce que vous voyez pour les lois de conservation scalaire que vous avez vu avec Patrick, donc les caractères d'explosion pour Burgers. Donc, faire apparaître un croisement des caractéristiques. Ce qui se passe ici, c'est pour Euler. Pardon, pour Euler. Okay. C'est que quand vous regardez les invariants de Riemann, donc ces quantités-là, vous avez vu qu'elles sont constantes le long des ondes de détente, mais aussi une des caractéristiques de ces invariants de Riemann, c'est qu'ils sont transportés par les caractéristiques. Et après, vous pouvez regarder les dérivés, les gradients de ces invariants de Riemann. Et en fait, ce sont les variables importantes dans ce cadre-là qui en fait vont satisfaire une équation de Riccati. Ce qui va caractériser l'explosion en temps fini. Par contre, pour Navier-Stokes, il n'y a pas de souci. On peut montrer l'existence globale. Pour ceux qui sont intéressés, je vous donnerai la référence dans les références bibliographiques, par mail. Et en multi-D, je peux mettre, je pense que c'est chez Lukin. Dans les années 80. En multi-D, vous avez des résultats récents de singularité en temps fini pour Euler. Donc, ces résultats de singularité en temps fini par Christodoulou. Donc, il y a des résultats en 2007 et plus récemment en 2014-2019. Et pour Navier-Stokes, les résultats sont de 2022 de Franck Merle, Pierre Raphaël, Rodnianski et Jérémy Schaftel. Donc 2002, il y a une série de 3 papiers là-dessus. Donc pour l'explosion en temps fini, pour Navier-Stokes compressible multi-D.
Voilà pour cet état de l'art. Donc l'idée de ce cours, c'était de vous déjà dériver les équations de la dynamique. On a vu également hier différents régimes d'écoulement, donc ici en particulier le compressible et l'incompressible, caractériser la transition étant faite par le nombre de Mach. Et aujourd'hui, ce que j'ai voulu vous présenter, c'est justement un petit état de l'art sur des résultats, et j'espère vous avoir convaincu que c'est un domaine encore très actif de l'analyse des équations aux dérivées partielles. Donc évidemment, c'est pas du tout exhaustif. Je vous recommande d'aller voir les livres que j'ai cités pour voir plus de références sur ce sujet. Voilà, et je vous donnerai une liste de références bibliographiques dans les documents attachés au cours. Voilà, on s'arrête là.